On va commencer par le commencement avec cette question simple et directe. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de décider de dissoudre l'Assemblée après les résultats des européennes? Non, je crois que c'est une faute qu'il a commise. D'abord, il s'agissait d'européennes, il a lui-même suffisamment dit. Transformer le résultat des européennes en un enjeu national, c'était une décision, je crois, qui était totalement déplacée, d'autant plus que nous sommes dans un contexte européen et international gravissime. Nous sommes dans un contexte dangereux. On le voit bien, la situation de l'Ukraine, la situation au Proche-Orient, la situation dans d'autres régions du monde justifie que l'on se donne toutes les chances pour pouvoir aborder ces enjeux difficiles. Et manifestement, la volonté de précipiter les choses en très peu de temps ne permet pas de véritablement clarifier le jeu comme il le souhaite. Je fais un pas de côté avant de poursuivre notre entretien, mais je le disais, en 1997, vous étiez secrétaire général de l'Élysée, très influent à l'Élysée, avocat de la dissolution, qui avait mal tourné pour Jacques Chirac. Quelles leçons, au fond, avez-vous tirées, peut-être qui vous reviennent à l'esprit aujourd'hui de cet épisode? La sanction de l'époque dit les choses, c'était une erreur. Et j'en prends évidemment toute ma part de responsabilité. Mais c'était une décision d'une nature tout à fait différente. Il n'y a rien de comparable entre 1997 et aujourd'hui. D'abord, c'est une décision concertée. On ne le rappelle pas, mais c'est vrai. Jacques Chirac avait consulté non seulement ceux qu'il devait consulter, en l'occurrence le Premier ministre qui était favorable, le président du Sénat, René Monoury, qui était très favorable, mais aussi tous les gens qui étaient proches au sein de la majorité et qui faisaient pression pour que cette décision soit prise. Donc ce n'est pas une décision qu'il a sortie de son chapeau sans réfléchir. Deuxièmement, nous étions dans un contexte qui était un an avant les élections législatives, donc il a accéléré un calendrier, sachant que les dernières élections législatives avaient eu lieu 4 ans avant. Rappelez-vous, c'était avant le mandat à 5 ans, nous étions dans un septennat. Et puis surtout, il y avait le risque d'une crise politique. Et le résultat l'a montré, puisque nous sommes entrés en cohabitation. Mais il n'y avait pas le risque, comme aujourd'hui, d'une crise de régime. Parce que c'est ce qui, aujourd'hui, nous menace. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes avec la principale force qui sort des urnes, ne l'oublions pas. Je veux bien qu'on demande leurs sentiments aux Français, ou qu'on les consulte, bien sûr, qu'ils se prononcent, mais ils viennent de se prononcer. Et nous connaissons aujourd'hui l'état d'esprit dans le pays. Donc le risque d'une confirmation, voire d'une amplification du vote est grand. Et le Rassemblement national, on peut tourner les choses dans tous les sens, reste un mouvement populiste, de nature illibérale, et nous voyons aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment d'exemples en Europe de ce qu'est l'illibéralisme, c'est une remise en cause d'un certain élément de l'état de droit, c'est la remise en cause d'un certain nombre de libertés civiques. Donc nous sommes devant un mouvement qui va peser très profondément sur la nature du régime, et y compris sur les orientations de politique étrangère. Cela constitue un véritable danger, je pense, pour notre pays. Pour vous, si le 7 juillet, le Rassemblement national a la majorité, s'il est en mesure de constituer un gouvernement, si Jordan Bardella va à Matignon, il y a un risque de dérive illibérale. Quand on dit illibéral, je précise pour ceux qui nous regardent, on pense à la Hongrie ou la Pologne, par exemple, quand le PiS gouvernait. Absolument. D'ailleurs, regardons les alliés du Rassemblement national. Quels sont les pays avec lesquels le Rassemblement national est le plus proche? Eh bien, ce sont des pays comme la Hongrie, la Pologne du PiS, l'ensemble de ces mouvements qui aujourd'hui fleurissent en Europe et grossissent dangereusement. Pas au point, dans beaucoup de pays, je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, pas au point d'être aux portes du pouvoir, mais néanmoins avec des risques très sérieux. Et ne l'oublions pas, l'Union européenne, à partir du mois de juillet, va être présidée par la Hongrie. C'est dire que, en cascade, les effets d'une victoire du Rassemblement national sur l'Europe seraient considérables. Les grandes orientations que nous connaissons vis-à-vis de l'Ukraine peuvent parfaitement être mises en cause, de la même façon pour d'autres, la relation avec la Russie et d'autres, bien sûr. Depuis quelques jours, le Rassemblement national édulcore son programme sur beaucoup d'aspects, pas seulement économiques, mais aussi en ce qui concerne la politique de lutte contre l'immigration et même en ce qui concerne la politique étrangère d'une certaine manière, à travers les déclarations relativement consensuel, même s'il y a des sujets de divergence de Jordan Bardella tout à l'heure. Est-ce que ça vous rassure? Non, parce que j'ai vécu 2 cohabitations.
La première comme directeur de cabinet d'Alain Juppé, c'était la cohabitation entre Édouard Balladur et François Mitterrand, j'étais son directeur de cabinet. Et la deuxième, vous l'avez rappelé, j'étais secrétaire général de l'Élysée. La cohabitation, c'est... et cela a été souvent quelque chose de très policé, parfois même de courtois, mais derrière cette courtoisie, il y a des rapports de force qui sont, eux, beaucoup plus durs. Et c'est aussi le jeu du chat et de la souris. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on dit, à ce qu'on voit, il y a la réalité des choses. Et c'est pour cela que... Vous pensez qu'il y a une part de dissimulation dans cette campagne ? Mais il y a l'élection. Donc nous sommes dans l'avant-élection. Ce qui se passera après sera, je pense, d'une nature tout à fait différente. Le Rassemblement national, s'il l'emporte, il aura le souci d'appliquer son programme et ses idées. Il se trouve que son programme et ses idées heurtent de plein fouet un certain nombre de valeurs ou de croyances qui sont les nôtres. Je pense en matière européenne, on le voit tout de suite, avec la baisse de la TVA sur l'énergie. Tout de suite, il se heurte à un certain nombre d'éléments financiers qui peuvent être interdits par les instances européennes, en particulier s'ils décident de toucher à la subvention que nous apportons à l'Union européenne. Alors, est-ce que vous mettez une équivalence au moment de se prononcer, au moment d'arriver, au moment de voter entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire? Juste avant de vous entendre, écoutez ce qu'en a dit à Darius Rochebin Serge Klarsfeld. Serge Klarsfeld lui dit clairement « Pour qui je voterais si ces deux blocs étaient face à face ?» Écoutez sa réponse. Je n'aurais pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national parce que l'axe de ma vie, c'est la défense de la mémoire juive, la défense des juifs persécutés, la défense d'Israël, et que je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise, avec des relents antisémites et un violent antisionisme, et puis donc un parti, un Rassemblement national qui a fait sa mue. Voilà. Pour ces déclarations, qu'est-ce qu'elles suscitent comme réflexion en vous? Je prends en compte, bien sûr, avec force ce que dit Serge Klarsfeld sur son inquiétude concernant l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Sur certains de ces points, d'ailleurs, on peut avoir des inquiétudes, bien sûr, concernant le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut renvoyer... On peut avoir des inquiétudes sur le Rassemblement national. Oui, enfin, je pense qu'au cœur du projet du Rassemblement national, il y a un risque de xénophobie qui est toujours là. On le voit ne serait-ce qu'à travers un certain nombre de principes tels que la priorité nationale. Parce que lui dit le risque est ailleurs. Nationale. Oui, mais que le risque soit ailleurs, c'est vrai. Est-ce qu'il faut renvoyer dos à dos l'ensemble des formations? Je crois que c'est prendre le risque de banaliser le Rassemblement national. Donc je comprends Serge Klarsfeld, à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus de risque, ce risque de banalisation n'apporte plus. Moi, je pense que ce risque de banalisation ne peut pas être fait. Je pense que le risque pour la France, et là je parle à travers le regard qui est porté sur nous par la communauté internationale, en Europe et à travers le monde, le risque de discrédit, le risque de tension avec d'autres pays européens et certains de nos grands alliés, je pense en particulier avec l'Allemagne. Je pense le risque avec les pays du Sud global, les pays d'Afrique, les pays, un certain nombre de grands pays émergents. Le risque de coupure et de cassure serait important. Donc je pense que c'est un risque, personnellement, qu'il ne faut pas prendre. Ce qui ne veut pas dire, et là je rejoins Serge Klarsfeld, qu'il ne faille pas être d'une très grande vigilance sur l'antisémitisme, sur le racisme, et qu'il faut... D'autres formations à l'égard de tous ceux qui sont susceptibles de prendre ce risque-là, d'autres formations bien sûr, c'est une exigence qui doit être partagée par tous. Et je pense que cette vigilance, elle est aujourd'hui une nécessité pour chaque citoyen français. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé depuis quelques jours. Nous sommes tous investis d'une part de responsabilité vis-à-vis de notre pays qui va connaître des tiraillements, des difficultés immenses. Et de ce point de vue, il nous appartient tous de prendre la mesure de la situation. Et donc, en conscience, d'être des facteurs de paix, des facteurs de tolérance et d'être vigilants justement sur tous les écarts qui pourraient exister. Je pense que le risque
d'une victoire du Rassemblement national, c'est de voir notre vie publique, et je ne pense pas uniquement à la vie politique, se transformer en un certain nombre de fronts, de champs de bataille. J'en prends quelques exemples. Le risque d'avoir une confrontation sur le plan institutionnel. Les mises en cause régulières du Rassemblement national, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, des tribunaux, c'est un élément qui doit nous préoccuper. De la même façon, dans la fonction publique, comment ça va se passer dans la fonction publique pour la mise en application d'un certain nombre de mesures qui peuvent paraître tout à fait à l'encontre des valeurs de la République. Je pense qu'il y a d'autres risques d'affrontements, je pense à la rue bien sûr, et de ce point de vue-là, il faudra faire preuve de très grande retenue, parce que toute manifestation, toute grève est susceptible de déraper, d'être exploitée. Nous risquons d'avoir un jeu de provocation et de réaction qui peut nous mener dans une situation de chaos. De la même façon, sur le plan européen et sur le plan international, là j'espère, si le Rassemblement national devait l'emporter, vous l'avez dit il y a quelques instants, la cohabitation, elle est très floue sur un certain nombre d'aspects. La Constitution reste très générale sur un certain nombre d'aspects. Elle donne quand même un certain nombre de pouvoirs au Premier ministre. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, les problèmes étaient réglés parce que les différents partenaires de la cohabitation, même si c'était partenaires adversaires, eh bien, partageaient un certain nombre de valeurs en commun. Et quand Jacques Chirac se retrouvait avec Lionel Jospin, le débat qui existait entre eux, soigneusement préparé par les équipes respectives, le directeur de cabinet, le secrétaire général, les cabinets, les ministres, tout cela permettait d'arriver, dans la majorité des cas, à éviter des confrontations brutales qui auraient alors profondément terni l'image de la France. Imaginez que nous nous retrouvions en opposition sur le choix d'un soutien militaire à l'Ukraine et que cette situation devienne publique. Quel crédit ferait-on à notre pays ? Et c'est là où le choix de l'ordre du jour, le choix des sujets qui vont faire l'objet du programme de gouvernement, et je le dis pour l'ensemble des partis, que ce soit le bloc central, le bloc du Rassemblement national ou celui du Front populaire, doivent être soigneusement dosés pour éviter justement que ces affrontements ne puissent dégénérer et que notre vie publique devienne impossible dans l'année qui vient, sachant que pendant un an, le président de la République ne peut pas dissoudre. Ne peut pas dissoudre, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ces questions institutionnelles, mais pour revenir à l'origine de ma question, Dominique de Villepin, dans l'isoloir, doit choisir entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Donc j'en déduis que vous votez Nouveau Front populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Que répondez-vous à ceux qui disent le Rassemblement national, il a changé. Il a changé, par exemple, depuis ses déclarations de Jacques Chirac, au moment où il s'apprêtait à quitter le pouvoir et où il réaffirmait que jamais la droite, les héritiers du gaullisme, ne devaient nouer une alliance avec le Rassemblement national. C'était le Front national à l'époque. Écoutez-le. Est-ce que vous nous direz s'il n'y a pas eu de changement depuis ? Écoutons. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Est-ce que pour vous, cette déclaration n'a pas pris une ride où on a affaire, depuis que Jean-Marie Le Pen n'est plus là, depuis que le FN s'appelle RN, depuis qu'il y a eu ces aggiornamentos, est-ce qu'on a affaire à un mouvement différent ou est-ce que c'est le même ? Non, certains discours ont changé. Je pense que la nature profonde du mouvement n'a pas changé en ce qui la concerne. Pourquoi ? Parce que la société a évolué, la société française, les partis politiques, tous les partis politiques ont évolué vers la droite. On l'a vu récemment dans les débats sur la récente loi immigration, on l'a vu sur les lois sécurité. Il y a une sorte d'accoutumance, on le voit en Europe, il y a une sorte d'accoutumance à des formes de radicalisation, à des formes... on cède à la politique sécuritaire, on cède à la logique de force. Je l'ai condamné très souvent en ce qui concerne l'engagement de nos forces armées, en pensant que par la force ou que par l'autorité pure, on peut régler les problèmes. Je crois que l'autorité ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée
d'une stratégie, d'une vision. Prenons le cas d'une politique d'immigration, toute politique d'immigration qui ne s'accompagnerait pas d'une véritable politique d'intégration, d'une véritable politique d'éducation. Ce sont parfois des visions trop courtes. Et cela conduit à la surenchère. Nous voyons bien d'ailleurs que toutes les mesures qui sont prises, les unes après les autres, s'épuisent sans donner les résultats attendus des Français. Cela montre bien que les choses sont beaucoup plus compliquées et que on peut être un parti de protestation. C'est ce qu'est fondamentalement le Rassemblement national. Plus qu'un parti fasciste. Beaucoup plus, oui. Comme le disent certains. Non, je ne dis pas du tout que c'est un parti fasciste. Mais je pense que c'est un parti de protestation et pas de proposition. Et que nous verrons au fur et à mesure que les mesures seront adoptées ou prises, que ce sera la loi de la surenchère. Constatons que depuis des années, nous ne cessons de surenchérir et les résultats ne sont pas là. Si les résultats ne sont pas là, c'est parce que le diagnostic qui est fait n'est pas forcément le bon, et parce que ce sont des politiques où on se contente d'enfoncer un clou avec un marteau sans se préoccuper des enjeux de société, des mentalités, de tout ce qui tourne autour. Donc je crois qu'il faut prendre la mesure du fait que la politique donne aujourd'hui un sentiment d'inefficacité, d'impuissance, par rapport à des Français qui sont en souffrance, qui sont en colère, qui ont souvent un sentiment d'abandon, et en particulier le fait que les services publics ne soient pas aujourd'hui, en particulier sur certains territoires, pas aujourd'hui suffisamment nombreux. Ce sentiment de dépossession et d'abandon fait des ravages. Donc on voit bien que c'est par la politique qu'on peut recoudre cela, certainement pas par la surenchère, et certainement pas par la radicalité.